Bonjour, bienvenue sur Je suis né 3 fois. Nous sommes à nouveau avec Jacques Vigne, docteur et méditant, enseignant, je peux dire aussi, oui. Enseignant. Et devant Jacques, j'ai posé une statue, donc voilà, assez traditionnelle, celle-ci vient du Cambodge. Et donc vous avez un homme en posture de méditation. Plusieurs personnes me disent, mais moi la méditation, moi je suis pas assez souple déjà pour m'asseoir comme ça. Jacques, est-ce que c'est forcé de s'asseoir comme ça? Alors donc, on peut méditer dans différentes postures. Hein, l'important donc c'est d'aller vers l'immobilité. Et ça, l'immobilité, ben, ce n'est pas une question de souplesse, c'est une question d'entraînement, de comprendre déjà intellectuellement l'importance de l'immobilité. Donc on est immobile pour dépasser les résistances. Les résistances psychologiques se manifestent par la bougeotte. Donc ça c'est important, j'y reviens souvent. Et puis aussi, alors au niveau des postures, donc ce qui aide quand même, c'est déjà que le dos soit droit, hein, parce que ça maintient un éveil. Il y a un paradoxe en méditation, d'un côté il faut se relaxer, de l'autre il faut rester vigilant. Or quand on se relaxe, d'habitude on a tendance à somnoler, et quand on se tend pour être vigilant, on a tendance à se crisper. Donc ni crispation ni somnolence. C'est le paradoxe de la méditation. Et donc, au moins avoir le dos droit. Et au niveau des jambes, eh ben, peut y avoir différentes solutions. Hein, si on sent que ouvrir les hanches est un problème, on peut s'asseoir sur un coussin et soutenir les genoux avec des gros oreillers. Et puis comme ça, on ouvre les hanches progressivement. Alors, il y a quelque chose dont j'ai pris conscience assez récemment, clairement, c'est qu'il y a beaucoup de liens entre les cuisses et les mâchoires. Et donc, quand on ouvre les hanches, hein, pas forcément donc la position du lotus qui est l'ouverture maxima, mais en tailleur confortable, mais quand même les hanches ouvertes, ça permet de détendre les maxillaires. Et quand on détend les maxillaires, là, en particulier l'articulation temporo-maxillaire qui embryologiquement est symétrique de l'articulation des hanches, donc fonctionne ensemble, ça permet de détendre les mâchoires. Et quand on détend les mâchoires, donc on détend les cuisses aussi. Et quand à la fois les mâchoires et les cuisses sont détendues, eh ben on est déjà à 50% dehors du stress. Donc cette ouverture des hanches a son importance. Et donc ben, on fait à son rythme. Voilà. Hein. Ce qu'il faut, c'est se pousser doucement. Si on ne se pousse pas du tout, eh ben on dort. Voilà. Et donc c'est pas bon pour le programme méditation. Si on se pousse de trop, il y a une réaction, on bloque et c'est pas bon non plus pour la méditation. Donc c'est toujours le juste milieu. Et alors aussi, il y a une sorte de réflexe quand les tendons sont étirés, les tendons et les muscles, les articulations, les capsules articulaires, à ce moment-là, le cerveau le sait et se réveille. C'est pas pour rien, quand on se réveille le matin, la première chose qu'on commence à faire, c'est pour s'étirer. Et donc ça veut dire qu'on passe du sommeil à l'éveil. Et donc en méditation, il faut être réveillé, mais en même temps, il faut être détendu. Donc, c'est un peu comme la crête d'une montagne. À un moment, on dévie du côté du vide à gauche, c'est-à-dire vers la somnolence, et on se dit, je suis somnolent, donc il faut que je me réveille, et on redonne un coup à droite, on s'étire, mais là, la tension vous donne des crispations, donc on se dit, il faut que je me calme, et du coup, on va vers une relaxation qui vous ramène en somnolence, et comme ça, par correction successive, un peu comme un missile qui court après sa cible, on réussit à atteindre la cible. Enfin bon, la comparaison du missile n'est peut-être pas heureuse, mais voilà, comparaison n'est pas raison. Tu parles d'immobilité, pourtant tu parles quand même de marche méditative. Oui, alors donc, il y a le paradoxe, hein. Quand on est immobile, on peut faire des travaux par exemple, de circuits d'énergie dans le corps qui sont très utiles. Et comme ça, on a à la fois l'immobilité et un mouvement qui... L'avantage de l'immobilité, c'est que ça rend très conscient. L'avantage du mouvement, c'est que ça absorbe dans quelque chose. Et donc, on a le mouvement subtil et l'immobilité physique. Et à l'inverse, dans la marche méditative, on a le mouvement physique, mais on travaille beaucoup sur l'immobilité intérieure pendant le mouvement physique. Hein, être centré, être dans le cœur, être dans le hara, être dans le troisième œil, être dans une formule. Enfin, la formule, on peut dire c'est un mouvement, enfin, comme elle est répétitive, c'est une forme d'immobilité. Une demi-immobilité, on pourrait dire, parce qu'on revient tout le temps à la même formule, on revient tout le temps au même point. Donc, il faut bien comprendre ces paradoxes. Et alors, il y a quelque chose qui est peu expliqué, mais qui est fondamental.
on a constamment un équilibre entre notre système sympathique qui est stimulant et le système parasympathique qui est calmant. Et donc la bonne méditation, c'est quand on a les deux. Par exemple, je prends l'expérience ce qui est la pratique principale de méditation de beaucoup de gens, à la suite de ce qu'ont conseillé aussi le Bouddha, l'observation de la respiration spontanée. Donc, le fait que la respiration soit spontanée, en amplitude, en rythme, c'est très relaxant, donc ça fait une stimulation du système parasympathique, c'est-à-dire un effet relaxant. Mais le fait de faire constamment attention, par exemple, à un point pour centrer l'attention au milieu de la base du nez ou au milieu de la petite rigole au-dessus de la lèvre supérieure, ça c'est une attention ponctuelle et donc ça stimule le système sympathique. Et quand on a une attention relaxée, c'est-à-dire une co-stimulation du système sympathique et parasympathique, là on rentre en méditation profonde. Donc en fait, on le sait, hein, on sent qu'une bonne méditation, c'est être à la fois attentif et relaxé, mais c'est bien que ce soit confirmé par des choses scientifiques très simples, hein, co-stimulation, donc système sympathique et parasympathique. Et même quand vous créez votre propre technique de méditation, hein, on a des idées de techniques qui viennent, et pourquoi pas essayer de passer ça avec le critère, est-ce que j'ai à la fois quelque chose qui stimule mon attention et qui stimule ma relaxation, c'est-à-dire est-ce que j'ai à la fois quelque chose qui stimule mon système sympathique et mon système parasympathique, et si la réponse est oui, probablement la technique marchera bien. Merci beaucoup et bonne créativité méditative, immobile en marchant, en respirant, en étant vivant. À bientôt sur Je suis né 3 fois.